Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express avec nous sur le plateau de MO sur TV5 Monde. Sabri Louata, bienvenue à vous. Vous êtes écrivain, scénariste. Après votre série Les Sauvages que vous avez adaptée à l'écran avec Rebecca Zlotowski, vous signez 404 aux éditions Flammarion. Avec nous également Jade, bienvenue également, guitariste, membre du groupe Scata Vibration. Vous vous apprêtez à enflammer le New Morning à Paris. Le 4 février, votre album Tatsunian Lagos, la capitale du Nigeria, sera dans les bacs le 14 février. Ce sera le jour de la Saint-Valentin. Avec nous également Marwa Khalil. Merci d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes comédienne, actrice et co-autrice de la pièce de théâtre Maflouquet, bientôt présentée à Beyrouth, la capitale du Liban. Avant de vous donner la parole à tous les trois, connexion Tunis. Connexion Tunis avec Tamer Mekki. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de Nawat Magazine, plateforme collective indépendante qui avait été bloquée en Tunisie jusqu'à la révolution de 2011 et le départ de Ben Ali. Vous lancez une version papier de vos contenus. Alors, vous offrez pour ce premier numéro trimestriel un reportage sur la désinformation, les campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui ressort de ce reportage, Tamer ? Bonjour Mohamed, ce reportage met en exergue les différentes exactions et manipulations essentiellement de Facebook. Vous savez, en Tunisie, Facebook est un réseau social très important, très politisé et très généralisé, comme il se trouve que plus de 40% de la population a des profils Facebook. Et il se trouve qu'il y a eu pas mal de campagnes de désinformation avant les élections, notamment avec l'intervention de certaines agences israéliennes en faveur de certains candidats, mais c'est surtout pour faire du bashing. Dans tout ça, bien évidemment, c'est l'information qui se perd et ce sont les citoyens qui ne sont pas assez bien informés pour décider de leur choix de vote et à se constituer une idée sur les différents candidats. Alors Tamer Mekki, il y a aussi tout un reportage, une enquête sur les conséquences du changement climatique, notamment sur la Tunisie. Cette semaine aussi, c'est important, vous étiez aux obsèques de Lina Benmehni qui nous a quittés à l'âge de 36 ans, figure de la révolution tunisienne, blogueuse, activiste. Elle a succombé donc très jeune à la maladie. Quelle femme représentait-elle à vos yeux ? Lina Benmehni représente cette jeunesse tunisienne qui aspire à la liberté, qui est très déterminée à vivre librement et dignement. Quand on parle de dignité, on parle des droits économiques et sociaux, on parle de l'emploi, on parle de tout ce qui peut constituer une vie digne et la garantir. Elle était de tous les combats pour la justice sociale, pour les libertés individuelles. Donc Lina était une véritable égérie de la révolution tunisienne. C'est une fille aussi médiatisée soit-elle. Elle est discrète, dévouée. Elle a lutté contre la désinformation sous le régime de Ben Ali à travers ses activités de blogging. Mais c'est surtout une femme de terrain très déterminée, très généreuse de par toute l'énergie qu'elle a pu donner à travers son dévouement aussi. C'est une amie, par ailleurs, donc je l'ai connue de près. C'est quelqu'un de très authentique, Merci. de fidèle à elle-même. J'espère et j'y crois, elle restera un symbole qui peut représenter une inspiration pour les jeunes et les moins jeunes. Merci beaucoup Tamer Mekki pour cette réaction et ce bel hommage donc à Lina Benmehni. Sabri Louata, on va parler de votre roman 404. Il est question de désinformation, de ce qu'on appelle les fake news, les fausses informations, de la manipulation des images aussi. C'est un véritable enjeu, mais vous racontez surtout, à travers cette histoire et cette application dont on va parler, le destin d'une poignée de personnages en France, dans l'Allier. Alors d'abord, 404, c'est le nom d'une application. Que permet-elle au juste ? Mais c'est drôle, en plus on parlait il y a des révolutions Twitter, un peu comme on a appelé au début les printemps arabes. Oui. On en parlait comme donc c'est une technologie qui était en avance sur la politique et qui permettait des expressions politiques qui n'auraient pas été possibles autrement. Sans Twitter, il est possible qu'il n'y aurait jamais eu de printemps arabe. Bon, il y aurait peut-être une autre application. Moi j'imagine que 404, c'est une application qui va aussi créer une révolution, mais en plein cœur de la France, dans un département pile au milieu de la France. Bon, la raison pour laquelle cette application elle naît, on le découvre au début du bouquin. Et c'est une application qui va fédérer un peu
toute une génération de beaucoup de gens d'origine maghrébine en France qui vont sentir qu'enfin ils ont la possibilité de s'exprimer librement sur cette application. Elle permet d'enregistrer des images sans risquer leur enregistrement, leur rediffusion et donc une possible modification, c'est ça? C'est-à-dire que on peut pas c'est comme la télé avant le magnétoscope, on peut pas enregistrer. Comme on peut pas enregistrer, ça peut pas devenir viral. Donc on se dit c'est bien, ça veut dire que les gens vont tous se présenter et regarder la même chose au même moment. Et en fait, le problème, c'est que ça va avoir des conséquences terribles aussi. Parce que si on ne peut pas enregistrer, ça va attirer des gens qui sont pour une liberté d'expression absolue, mais aussi la possibilité de dire des insultes, ou alors même de faire des choses illégales, puisqu'il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de traces, s'il n'y a pas d'enregistrement. Alors, il y a un des personnages qui s'emporte dans votre roman. Rentre dans ton pays, entendre ça alors que ça fait 70 ans qu'on vit en France. Mon petit Ryan, c'est la 4e génération. Va falloir combien de générations pour que vous nous foutiez la paix? Combien? Pourquoi avoir choisi ce thème, justement? Comment on pourrait l'appeler? On n'a même pas envie de dire de friction ethnique, puisqu'au fond, celles et ceux dont vous parlez sont aussi français. Oui, ils sont français, mais d'une ethnicité différente. Moi, je suis d'origine algérienne. Ça fait 3 générations qu'on est en France. Et je vois bien que je ne suis pas vraiment français. Et que d'une certaine façon, je ne le serai jamais. Qu'il y a quelque chose qui s'est brisé en France. Et c'est cette brisure que je raconte. C'est une sorte de fracture, de séparation ethnique, en fait, qui a déjà un peu eu lieu. Généralement parce que les Arabes et les Noirs en France vivent souvent dans les ghettos. Donc, ils n'ont pas, dans la compétition sociale, les dés sont complètement pipés. Ouais, souvent, on pense aux banlieues. Vous l'avez situé dans une commune de l'Allier, justement, une région de ce qu'on appelle la France périphérique. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé récemment. Pour autant, vous ne stigmatisez pas dans ce roman le peuple français dans cette région périphérique. Non, ce que je raconte, c'est d'un côté des gens qui ont l'impression d'être assiégés et d'être grands remplacés, comme on dit, grands remplacements, et qui sont des gens qui vivent souvent dans des déserts médicaux, dans des déserts, il n'y a pas de maternité, on y va pour mourir, mais on ne naît plus dans ces petits villages, les services publics disparaissent. Donc ça, c'est un lieu aussi, c'est des abandonnés, c'est des oubliés de la solidarité nationale, au même titre que les gens des banlieues, et qui sont généralement d'une ethnicité différente. Donc moi, ce que je raconte, c'est plutôt comment ces gens commencent par cohabiter dans cet endroit, jusqu'au moment où cette application 404 arrive, et permettant de libérer la parole, va finir par provoquer une séparation terrible. Un thriller technologique, vous imaginez un monde où l'image vidéo nous manipulera donc, cauchemardesque, diraient certains, virtuose, on peut dire également. Tiens, 404, tout à l'heure, on était en Tunisie, les Tunisiennes et les Tunisiens connaissent hélas bien ce chiffre. Il ne s'agit pas d'une voiture, il s'agit de l'erreur, et notamment qui évoque la censure sous le régime de Ben Ali. Pourquoi vous l'avez appelé comme ça, ce roman, 404 ? Parce que quand on essaie d'enregistrer, ça renvoie une erreur 404, mais pour les fils d'immigrés en France, évidemment, c'est la 404 bâchée. Ouais. Voilà, c'était un peu la Porsche des immigrés. Et, vous avez joué sur les deux, en fait. Ouais. D'ailleurs, ça dépend le bouquin. En fonction des générations, les gens, ils connaissent la 404, ça évoque plutôt la voiture, et pour d'autres, ça évoque plutôt l'erreur 404, génération plus jeune. Peut-être une réaction, Jade 404, moi je pensais que c'était aussi quand une page n'est pas indexée sur Internet. C'est plutôt celle-là, ouais. Quand on cherche une page, que ça vient pas, 404, j'ai jamais compris pourquoi ils ont pris ce nom. C'était juste le nom du bureau de l'informaticien dans les années 90 qui a créé le truc. Ouais. C'est intéressant, Jade, parce que vous avez vécu 22 ans au Nigeria. On va parler de votre groupe qui est du Nigeria, de Lagos notamment. Comment vous, de l'extérieur, libanais, francophone, arabophone, vous voyez ces crispations en France qui a longtemps été vues comme le pays au fond de l'apaisement, au fond de l'apaisement et du bien vivre ensemble, comme on l'appelle, entre les différentes communautés? En France, la vision des étrangers de la France, c'est vraiment la déclaration des droits de l'homme, c'est à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'en France, mais même ailleurs, l'intégration, elle ne s'est jamais faite nulle part, moi personnellement, je trouve. Moi, je suis né aux États-Unis, mais ils ne me considèrent pas comme un Américain. J'ai grandi au Nigeria, mais je ne suis pas considéré comme un Nigérian. J'ai fait mes études en France. Pourtant, j'ai reçu une invitation à quitter le territoire en France quand j'ai terminé mes études. Et je suis d'origine libanaise. Mais quand vous êtes là-bas, vous êtes un peu l'immigré. Au Liban, ils voient que je ne parle pas très bien libanais. Donc, donc je suis un peu... Donc c'est un peu tout le monde... Un étranger partout, quoi. Un étranger partout. Et c'est ça qui est joli aussi. Mais c'est vrai qu'on parle souvent d'intégration comme le melting pot aux États-Unis, mais tout le monde sait que ça n'a jamais marché, les melting pots aux États-Unis. Chacun est resté dans son coin. C'est vrai, l'identité, c'est un sujet qui se prête bien au théâtre. On a vu pas mal de pièces sur l'identité. Après, on parlera de votre pièce qui parle du divorce au Liban. Votre réaction à ce sujet? En fait, l'identité, c'est pas forcément là où l'on est, là d'où l'on vient, là où l'on vit. C'est surtout comment on construit un destin commun, au fond. Exactement. Donc, j'ai vu d'ailleurs hier un film de Elia Sleiman qui parle de ça et comment il porte son identité.
Et enfin, je ne sais pas si vous connaissez le synopsis. Vous parlez d'It Must Be Heaven, hein, c'est ça? Exactement. De Alia Suleiman, palestinien, qui raconte le drame palestinien à travers une fable burlesque, on va dire. Burlesque et très poétique aussi. Et comment il porte cette identité. Et elle le traque partout. Où qu'il aille. Paris, Exactement. New York, Beyrouth. Et j'imagine que c'est pareil pour vous. Et spécialement pour les Libanais, parce que c'est un peuple qui émigre. On est 14 millions à l'extérieur et on est 4 millions à l'intérieur. 14 millions Donc c'est dans notre culture de partir. Et on est à côté de la mer, donc on regarde la mer, on se dit... Et quand on part et qu'on voyage, il y a des belles rencontres, des très belles rencontres même. Jade, c'est votre cas avec votre groupe d'Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire d'ailleurs comment vous avez rencontré les autres musiciens et les chanteurs du groupe que l'on salue d'ailleurs aujourd'hui? Adé, Laughter et Styx. Styx, c'est le chanteur, Laughter, c'est le bassiste, et Adé. J'ai rencontré Adé qui m'a présenté au reste. Dans le studio que je gère à Lagos, je gère un petit studio où il y a des gens qui viennent jouer, c'est une passion. Donc je les ai rencontrés comme ça, et la musique, l'harmonie qui s'est faite, elle parle tout seul. La musique, et bien justement, on va regarder un extrait de votre clip Center of Excellence. Très belles images, très beau clip du rock psychédélique donc en provenance du Nigeria. Jade, vous puisez notamment, disent les critiques musicales, dans la musique afro-rock des années 60-70, c'est ça? Ouais. Donc on ne connaissait pas, nous, mais il se trouve que dans les années 60-70, il y avait plein de groupes qui jouaient ce qu'on joue, notre genre de musique, et qui s'appelle afro-rock. Et nous, on fait un genre d'afro-rock un peu plus moderne. Mais c'est vrai que ça ressemble plus aux années 60-70 que de la musique nigérienne d'aujourd'hui qu'ils appellent Naija Music. En quelle langue chante le chanteur de votre groupe? En langue nigériane, en Hausa par exemple? Oui, il chante en Hausa, ce qui est un dialecte du Nord. Mais sinon, on a aussi des gens qui chantent en Yoruba et en anglais aussi. Dans cet album, il y a notamment un titre qui s'appelle Azawad. Azawad, oui, c'était un peu... À l'époque, il y avait le problème avec Boko Haram dans le nord du Nigeria, il y avait tous les jours... Des attentats, des attaques, des violences. Voilà, tous les jours des attentats. Et puis, en même temps, il y avait l'armée, il y avait le problème en Mali, avec les Touaregs, qui ont enfin pris leur indépendance. Et c'était dans le journal Al Jazeera, ils ont dit les Touaregs ont enfin réussi à prendre leur pays, qu'ils ont appelé Azawad. Mais ça a duré, je crois, une semaine, parce qu'après l'armée française, elle est venue, elle a mis tout le monde à la... Alors, tout à l'heure, j'ai dit Lagos, capitale. C'est la capitale économique du Nigeria. La capitale du Nigeria, c'est Abuja. Tatsunian, ça veut dire quoi? C'est le titre de l'album. C'est l'histoire, une histoire de Lagos. C'est notre histoire à Lagos. Et quelle histoire avez-vous voulu raconter à travers cet album? Parce qu'il y a beaucoup d'espoir. Vous avez évoqué Boko Haram notamment. Il y a un titre qui s'appelle Dark aussi, que vous avez composé avec la chanteuse Neka, qui est germano-nigériane. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers cet album? Nous livrer? Les hauts et les bas de Lagos. C'est une ville qui bouge. Il y a 23 millions d'habitants. C'est la plus grande ville d'Afrique. 23 millions, 23 millions dans 2050. Ce serait une des plus grandes villes du monde. Le Nigeria est d'ailleurs, il me semble, le pays le plus peuplé d'Afrique. Le pays le plus peuplé d'Afrique. Ils disent 4 Africains sur 10 viennent du Nigeria, 210 millions d'habitants. Et aussi, en 2050, selon les statistiques des Nations Unies, ce sera le 3e pays le plus peuplé. Mais pour vous, que représente cette ville? La ville, j'adore cette ville. C'est Center of Excellence. C'est Lagos. C'est toutes les plaques de Lagos, il y a écrit Center of Excellence dessus. Donc, ça veut dire centre de l'excellence. Mais bon, c'est vraiment pas une ville qui ressemble à l'excellence. Il y a de l'embouteillage tous les jours, on a de la pollution, on a le bordel. Mais c'est une ville qui bouge, quoi. Il y a une énergie. Comme Paris, quoi. Une énergie. Comme Paris. Non, ça bouge à fond.
Le matin, lundi, tu vas aller au boulot, tu te réveilles à 4h du matin, 5h du matin, et tu as les embouteillages, et tu as les gens qui se marchent dessus. Et ça grouille. Et pourtant, ils sont contents, on rigole. Et ils se plaignent pas. On se plaigne, ils se plaignent pas. On n'a Marouane pas trop de Khalil, choix. Beyrouth aussi est une ville très créatrice, très créative. C'est vrai que Beyrouth, c'est une ville qui est souvent citée comme une ville aussi paradoxale entre cette modernité, mais aussi cette tradition, ce conservatisme. Il en est question dans votre pièce de théâtre. Vous avez choisi de parler des femmes divorcées. Tout à fait. Pourquoi ce thème? Déjà, ça n'a pas été abordé. Et puis, c'est un thème personnel, parce qu'autour de moi, j'ai interviewé beaucoup de femmes qui se sont livrées à moi, et j'ai trouvé leur combat très intéressant. Et comme vous avez dit, le pays, quand on dit le Liban, on a toujours l'impression que c'est le pays le plus ouvert des pays arabes. Mais en fait, quand on fouille, quand on gratte bien, les lois sont très archaïques. Et c'est paradoxal par rapport à notre manière de vivre. Par exemple, il n'y a pas de mariage civil, c'est ça? Alors, le mariage civil est reconnu à l'extérieur, mais une fois au Liban, le mariage doit répondre aux institutions religieuses. C'est-à-dire qu'on a beau se marier civilement à l'extérieur, mais dès qu'on retourne... Si on est musulman, il faut un imam, et si on est chrétien, il faut passer par l'église. Et on est vraiment enfermé dedans. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a pas d'identité libanaise. Aujourd'hui, la communauté prend le pas sur l'identité libanaise. Donc, on est... plus chiite que libanais, plus chrétien que libanais, plus sunnite que libanais. Et c'est ce qui paralyse le pays, c'est ce qui gangrène le pays, et c'est ce qui avorte le projet d'une vraie nation. Et vous avez choisi... On a du mal à se libérer de ça. À se libérer de ça, et c'est notamment le cas de votre personnage qui est sur scène, Amal. Elle se confie en fait à une voisine, on va dire, fictive. Elle parle du divorce, mais pas seulement de son divorce. Il y a aussi la vie, l'amour, les couples, la famille, l'éducation, tout ce qu'elle pense de ces thèmes. La pièce s'ouvre sur l'anniversaire du fils. Qu'est-ce qui est difficile pour une femme libanaise quand elle divorce? C'est l'après, la reconstruction? Alors, c'est très difficile parce que justement, il y a une scène qui est très importante dans la pièce où Amal, qui veut dire espoir, c'est le personnage principal, confronte les institutions religieuses. Donc, on a un flashback sur son procès et on met en scène les différentes religions. Et du coup, on remarque à quel point c'est très difficile parce que les lois ne sont pas avec la femme, que ce soit pour la garde des enfants, que ce soit économiquement. Donc, c'est plus à l'avantage. C'est comme si, allez-y, pardon. On lui mettait des bâtons dans les roues pour gagner sa liberté. Et donc voilà, moi ça m'a beaucoup touchée. Mais c'est souvent l'avantage des hommes ou pas? Ça pose problème dans beaucoup de pays du monde, d'ailleurs pas seulement le Liban, y compris en Europe, y compris aux États-Unis. Mais comment ça se passe? C'est souvent en défaveur de la femme, parce qu'on le sait dans un couple, c'est d'ailleurs évoqué, c'est jamais tout blanc tout noir. Dans un couple, il y a toujours des torts partagés. On parle là des sentiments, on parle d'une rupture. Oui. Alors c'est intéressant parce que j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai vraiment interviewé à part les vies personnelles, mais aussi des avocats. Et ça dépend vraiment de chaque religion. Par exemple, dans la religion maronite, le divorce n'existe pas. Et pour divorcer, il y a vraiment des conditions. C'est très précis. C'est très précis. C'est un des partenaires est instable psychiquement. Donc du coup, il joue le jeu. Donc vraiment, on se retrouve avec des mises en scène. Parfois schizophrénique. Voilà, exactement, pour prouver que oui, voilà, moi je suis vraiment folle, je peux avoir mon divorce maintenant, c'est bon. Pour dire basta. Voilà. Alors que côté musulman, la femme ne peut pas réclamer le divorce. Et si elle veut le divorce, elle doit se désister de ses droits. Il y a beaucoup de choses vraiment... Est-ce que ça fait partie des revendications? Parce qu'au Liban, depuis le début du mouvement, Sabri Louata parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Ils sont bien entendu utilisés en ce moment au Liban et depuis le mois d'octobre pour dire non à la corruption, même si aussi ça se joue dans la rue, il y a les manifestations, non à la corruption, non à l'incureux du pouvoir. Est-ce qu'il y a les réformes sociétales aussi qui sont abordées? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, aujourd'hui, à cause de la révolution, le projet a été reporté. Il était prévu pour novembre. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, c'est le peuple libanais dans la rue. Exact. Au début, la révolution avait une très belle connotation. C'était folklorique. Toujours, quand on descend ici, sur cette place, pour faire la révolution, on commence avec les grands slogans. Non au confessionnalisme, non... Mais avec le temps... Malheureusement, les récupérations voilà, exactement. Et ça se politise. Et c'est comme si on arrivait
pas à s'échapper de ça. Ça se politise. Juste une réaction, vous regardez avec les yeux qui brillent, les images des manifestations. On n'a toujours pas compris la laïcité au Liban. Il y a toujours les religions qui rentrent dedans et les anciens mecs de la guerre qui sont encore là. Exactement. Et ça ils veulent pas partir, les mecs. Il n'y a pas de droit civil. Il n'y a pas de droit civil. Ça n'existe pas. Et on va passer, chers invités, à vos coups de cœur respectifs. C'est notre séquence Atmosphère. Et on va commencer nos coups de cœur avec peut-être Marwa Khalil. Quel est votre coup de cœur? Dernièrement, pour rester sur le Liban, j'ai lu Bye Bye Babylone de Lamia Ziedeh, qui est un roman illustratif. C'est un moitié roman, moitié BD. Et elle parle, c'est une petite fille qui raconte la guerre. Et c'est un mélange d'innocence et d'horreur. 1975-1979 à Beyrouth. Mélange, vous dites, d'horreur et de... Et d'innocence. Et donc, elle commence son livre avec un catalogue de sucreries. Donc, sucette, barbe à papa et tout ça. C'est la douceur, c'est l'enfance. Exactement. Et c'est dessiné d'une manière très pop. Et dès qu'on tourne la page suivante, c'est le catalogue des armes. Bazooka, M6, Kalachnikov, tout ça. Importé, voilà. Ça met exactement le ton. Et moi, c'est l'oppression qui vient en fait par les armes. Sabri Louata, vous avez choisi une série, tiens, ça s'appelle Watchmen. Oui, c'est les Américains, ils sont plus forts que nous sur un truc, ils savent regarder en face les questions les plus difficiles à regarder en face, notamment aux États-Unis, la question de la race. Et Watchmen, donc, qui est une série qui, a priori, parle pas du tout de ça, parle de super-héros et de milices dans l'Amérique un peu rurale, en fait, ne parle que de la race tout le temps, et le fait d'une façon absolument géniale. J'aurais pu trouver quelque chose de plus facile à trouver sur le commerce, parce que je crois pas qu'elle soit diffusée en France, mais c'est tellement la chose la plus importante que j'ai vue à la télé depuis 2-3 ans, que je me devais de le signaler. Ça mérite ce coup de cœur de votre part. Jade, vous avez choisi une chanson, No Be Me, de Brymo, nigérian. Oui. Artiste nigérian. Artiste nigérian, Brymo. No Be Me, c'est pas moi, ça veut dire. C'est l'introduction de l'album qu'il a fait l'année dernière, je pense. Et pourquoi Brymo? Parce que c'est un artiste qui pousse tous les artistes alternatifs pour faire leur propre musique et pas rentrer dans ce même délire du Naija Music qui est très très connu mais qui est répétitif, et il nous a toujours aidés, et j'adore cette chanson et j'adore la personnalité de Brymo. Eh bien on va poursuivre en musique. Allez, aujourd'hui nous on s'offre un petit coup de cœur aussi à MOE, Babel West, j'ai bien dit Babel West et non pas Babelwed, un groupe de rock qui mêle les musiques celtiques et maghrébines. Leur nouvel album s'appelle Houdoud, les frontières en arabe, reportage de Nicolas Georges et Guillaume Gouet. Babel West, c'est l'histoire d'une bande de copains originaires du Maghreb et de Bretagne. Leurs influences musicales, le rock, la soul et le folk maghrébin. Et sur ce nouvel album, les voilà bien décidés à voguer vers d'autres horizons musicaux. Sur ce nouvel album, on a décidé de s'entourer. Et là, on a eu la chance d'avoir avec nous des musiciens irlandais, des musiciens bretons et des percussionnistes aussi, parce qu'on a essayé aussi de ramener un petit peu le côté percussif africain, maghrébin. Et c'est une vraie invitation au voyage, oui. On est vraiment parti du principe qu'on ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, ni du noir sur du noir. L'un a besoin de l'autre pour se révéler. Donc chacun a ramené un petit peu son petit grain de sel. Mais voilà, entre paroliers, musiciens, arrangeurs, percussionnistes et tout ça, on a essayé tous de se mettre d'accord autour d'une idée. C'est celle vraiment de dire qu'il y a plein de points en commun entre les musiques, quelles qu'elles soient. Et en l'occurrence, celle qui nous intéresse, la musique maghrébine et puis la note celtique qu'on voulait ramener sur ce nouvel album. Babel West qui entame une grande tournée sur les routes de France jusqu'au mois d'août, avec comme objectif affiché se produire également dans les pays du Maghreb cette année. Une petite question, il nous reste du temps, Sabri Louata, je ne voulais pas poser. L'Algérie, quel est votre rapport à ce pays? Vous disiez que vous étiez d'origine algérienne, vous y êtes allé? Oui, j'y suis allé, ouais. J'avais été invité, je suis allé voir ma famille à Bchaya, en Kabylie. J'adore l'Algérie, ça a été un voyage très éprouvant pour moi nerveusement aussi.
parce que j'ai l'impression d'avoir découvert mon côté algérien, c'est-à-dire que le fait que je me mets très vite de mauvaise humeur. Ouais. Je me demande si ça vient pas de l'Algérie, ça. Et du coup, le logiciel algérien, pourrait-on dire, et les événements qui se passent en ce moment, depuis maintenant quasiment un an, le 22 février, ça fera un an, vous les voyez comment Non, je ne suis pas habilité à parler de ça. Non. C'est malgré tout l'Algérie, même si c'est le pays de mes ancêtres, c'est pas le mien. Ouais. Donc j'ai rien à dire dessus. Merci beaucoup pour cette honnêteté, en tout cas, Sabri Louata. Merci à vous, Maroua Khalid. Et merci beaucoup, Jade, pour la fraîcheur de votre groupe. Bientôt New Morning, hein, donc ce sera dans quelques jours, le 4 février. Merci à tous les trois et merci à vous d'être fidèles à MOE. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur TV5 Monde. Merci de votre fidélité.